Très bien. Donc, on va poursuivre sur la prochaine présentation, qui est Réseau pour le langage. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le lien entre les langues naturelles et les machines? Les langues naturelles, c'est quelque chose de proprement humain. J'entends par langue naturelle l'anglais, le français, les langues vivantes. Ce sont des créations humaines qui ont évolué au cours des générations, qui ont été influencées par différentes cultures et qui aujourd'hui nous permettent de transmettre des idées complexes, comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, on peut se demander comment une machine va comprendre les langues naturelles, qui est quelque chose de proprement humain. Et si une machine arrive à comprendre les langues naturelles, est-ce que ça sera l'intelligence artificielle dont on rêve? Et en fait, on va complètement ignorer ces questions philosophiques parce que c'est très difficile de juste définir qu'est-ce que c'est qu'une machine qui comprend les langues naturelles. Et on va plutôt aborder le problème comme on a toujours fait avec l'intelligence artificielle, soit avec un test de Turing. On va essayer de tromper les humains en disant est-ce que vous êtes en train de communiquer avec une machine ou avec un humain? Ou bien, là, on a des chatbots qui commencent à arriver où finalement la personne sait qu'elle communique avec une machine, mais elle est intéressée à communiquer avec elle. Donc la première personne qui m'a grandement influencé dans ma formation et qui traitait un peu les langues de façon statistique, à ma connaissance, c'est M. Claude Shannon. Et Claude Shannon est un grand mathématicien et ingénieur qui, je ne sais pas si vous le savez, a posé les fondements de la théorie de la communication. Et il s'intéressait à transmettre un message entre une source et une destination à travers un canal bruité. Et en fait, si vous regardez dans son papier A Mathematical Theory of Communication, en 1948, il s'amusait déjà à faire de la statistique au niveau des symboles et au niveau des mots. Et il laissait entendre en quelque sorte que si on arrivait à un bon modèle statistique de la langue, en fait, on pourrait générer des phrases avec du sens. Et je vais me servir de son exemple juste pour donner quelques concepts en termes de traitement des langues naturelles avec des machines. Donc, ici, Claude Shannon a pris des livres et a commencé à compter le nombre de fois que les caractères apparaissaient dans le livre. Et il divisait le compte pour chaque caractère par le nombre total de caractères dans le livre, ce qui lui donnait une statistique empirique basée sur une production humaine de l'apparition des caractères. Donc, après, il s'est amusé à générer des phrases. Donc, son premier modèle de l'approximation d'ordre 0, c'est que pour chaque caractère, il va juste échantillonner selon la loi empirique. Et il génère ce message qui veut strictement rien dire. Et donc, il s'est dit, je vais faire un petit peu mieux. Je vais prendre un modèle d'ordre 1, qui est la probabilité du caractère courant, sachant le caractère précédent, donc les bigrammes. Comment il fait pour calculer? Il calcule le nombre de paires de caractères divisé pour 2 caractères choisis, divisé par le nombre total de paires de caractères dans son livre. Et donc là, il génère plutôt cette phrase ici. Là, on commence à voir les espaces que c'est un caractère. On commence à voir les espaces apparaître avec des longueurs de mots un petit peu plus raisonnables. Et après, il continue, approximation d'ordre 2, probabilité du caractère courant sachant les 2 caractères précédents. Et on obtient une sorte d'interaction entre les voyelles et les consonnes. Et ensuite, approximation d'ordre 3, caractère courant sachant les 3 derniers caractères. Et là, on commence à avoir des mots qu'on pourrait essayer de prononcer. Je ne me lancerai pas pour essayer de lire ça, vous allez rigoler. Donc, on peut aussi faire la même chose pour les mots. Ici, il avait un dictionnaire d'une taille nombre de caractères. Ici, il va avoir un dictionnaire du style nombre de mots de la langue anglaise. Donc ici, c'est peut-être une trentaine ou une quarantaine d'éléments dans son dictionnaire. Ici, on est plutôt de l'ordre de 100 000 à 1 million. Et même chose, là, il va prendre le modèle, il va générer chaque mot avec la probabilité du mot courant, sachant le mot précédent. Et il génère ça. Et une approximation d'ordre 2, où là, on voit quand même, on dirait qu'on voit des éléments grammaticaux apparaître ici dans la phrase.
Et par contre, une approximation d'ordre 2, c'est comme si vous aviez un écrivain qui, après 2 mots, a complètement oublié ce qu'il était en train d'écrire auparavant. Donc, ce n'est pas très, très puissant. Et ces modèles, même si c'est très facile aujourd'hui avec notre pouvoir de calcul, de les entraîner sur un très large corpus, en fait, ils vont avoir des limites parce qu'on fixe la dépendance temporelle à une valeur précise. Oui. Il avait déjà des machines à calculer, mais pas très puissantes. La question est que Claude Shannon a fait ça à la main. Donc, c'est dans son article, en tout cas, dans son livre. Donc, une application plus récente quand même. Ça, c'est OpenAI, qui ont publié en 2017 une étude où ils ont pris un réseau récurrent, comme vous avez vu ce matin, et le dictionnaire était les caractères. Et ils ont entraîné ce réseau récurrent sur un corpus énorme, mais vraiment très, très, très grand. Et leur but était de tester une approche semi-supervisée. Donc, ils vont apprendre à prédire la probabilité du caractère courant, sachant tous les caractères précédents. Et c'est le réseau récurrent qui va déterminer la dépendance temporelle. C'est lui qui va l'apprendre, contrairement à ce que faisait Claude Shannon. Et ensuite, ils vont utiliser la représentation interne du réseau récurrent pour en faire un classifieur linéaire qui va prédire la polarité de l'émotion. La polarité de l'émotion, c'est, par exemple ici, c'est une review de IMDb. Est-ce que la review est positive ou négative? Et la couleur sera en vert si c'est positif, en rouge si c'est négatif. Et pour cette review, en fait, la personne a adoré le livre, mais a détesté le film, comme c'est souvent le cas. Et donc, ils ont pris un classifieur linéaire. Ils ont, avec les étiquettes, commencé à classifier. Ils ont regardé quel lien sur le classifieur linéaire était utilisé pour faire la classification. Et il y en avait un seul qui était utilisé. Les autres étaient un petit peu utilisés, mais il y en avait un seul qui était dominant. Donc ça, c'est assez troublant parce que le réseau a été entraîné sans les étiquettes de la polarité d'émotion. Donc, ils ont pris des données de l'ensemble de tests, ils les ont propagées dans le réseau récurrent en observant ce neurone en particulier. Et j'insiste, ce neurone n'a jamais eu l'information de l'étiquette de polarité auparavant. Et ils obtiennent ces 2 courbes par rapport à l'étiquette. Et là, faire un classifieur là-dessus, c'est facile. Vous mettez la frontière de décision environ à 0. Donc, on est purement non supervisé. Avec des étiquettes, on fait une analyse a posteriori de l'espace latent et on tombe sur un neurone qui encode la polarité d'émotion. C'est très, très impressionnant, un peu troublant. Et faut regarder un petit peu plus ce qui se passe en détail avec les prochaines publications pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est comme si, étant donné que dans les données, il y avait une polarité qui était intrinsèquement là, quand on rédige un commentaire, on a soit un côté positif, soit un côté négatif, le réseau l'a appris de manière non supervisée. Donc après, ils se sont amusés. Ils ont mis un caractère en entrée du réseau. Ils ont fixé la valeur de ce neurone à une valeur en particulier et ils ont généré de façon automatique des commentaires. Donc je vais vous laisser quelques temps pour lire ces commentaires fictifs, synthétiques, où ils ont fixé la valeur de ce neurone. Donc, pour ce commentaire positif, on voit des mots du style nice fit pants, exactly match, highly recommended and also very happy, point d'exclamation. Et lorsqu'ils ont fixé le neurone à une valeur négative ici, the package received was blank and has no barcode, a waste of time and money. Probablement qu'il l'avait fixé à une valeur très négative pour celui-là. Et la prochaine application, c'est la traduction automatique. Donc, pour communiquer avec d'autres cultures, la meilleure façon de faire, c'est apprendre la langue de l'autre. Et c'est quelque chose de typiquement humain. Et là, on se rend compte que les applications de traduction automatique effectuées par les machines deviennent de plus en plus impressionnantes. Donc ça, c'est un papier du MILA en 2015 où
ils utilisent un réseau récurrent que je vais présenter un peu plus tard dans cette présentation. Et je vous laisse encore un petit peu de temps pour comparer la référence qui est un traducteur professionnel, les deux modèles ici, que je n'entrerai pas dans les détails pour leur différence, et Google Translate en 2015. Et je vous encourage bien sûr à lire l'article, il est très bien. Et le 4 août 2017, donc j'étais content de voir ça sur Facebook parce que c'était directement relié à ma présentation. Et c'est le directeur technique de Facebook qui a dit que maintenant, en production, chez Facebook, quand vous voyez le petit lien traduire en bas du message, ben en fait, ça appelle un modèle neuronal et ils ont amélioré leur précision de 11% et ils le font avec une rapidité de 2,5 fois plus rapide. Eux, ils utilisent des réseaux convolutionnels pour ça. On ne verra pas ce type de réseau pour l'application en traitement des langues naturelles. C'est juste pour vous dire que même si c'est encore un sujet de recherche, finalement, ces modèles sont en train d'être intégrés en production à grande échelle chez Facebook. Et bien sûr, j'ai appuyé sur le bouton pour générer la traduction ici. Donc, je vous laisse voir si c'est une bonne traduction. Donc maintenant, il y a des nouvelles applications en traitement des langues naturelles qui sont très intéressantes, des nouvelles qui datent un peu, mais qui sont en train d'être revues. Donc la première, c'était Watson qui gagne à Jeopardy en 2011. Donc ça a fait beaucoup de bruit, parce que Watson s'est quand même mis beaucoup plus riche que ses adversaires à la fin de ce jeu. Et ensuite, Watson, il y a eu beaucoup de marketing autour de cette machine. Et d'un point de vue de la recherche, ça reste quand même assez boîte noire. On ne sait pas exactement c'est quoi les techniques qui sont utilisées. On sait qu'il y a du deep learning, mais IBM garde bien son secret de ce point de vue-là. Après, il y a eu une erreur de parcours avec le chatbot T de Microsoft. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire sordide. C'est un chatbot que Microsoft a mis en ligne et ils ont gardé la fonctionnalité d'apprentissage activée. Donc, quand des petits malins se sont rendus compte qu'ils pouvaient influencer T, eh bien, ils ont commencé à la corrompre complètement et T avait des propos horribles à la fin de la journée. Et Microsoft l'a bien sûr désactivé en s'excusant. Et en fait, ça nous fait prendre conscience que même si les données sont captées avec des capteurs de la réalité, il y a des biais dans les données. Et le modèle, à la toute fin, va refléter non pas la réalité, mais bien les biais qui sont dans vos données. Et ça, il faut en être conscient quand on déploie des applications à grande échelle. Et au MILA, on s'intéresse aux questions aussi d'évaluation des chatbots. Donc, lors de la conférence NIPS, on a organisé une façon d'évaluer les chatbots, car ça reste encore quelque chose de difficile de formaliser et de bien définir. Aussi, le MILA a participé au challenge du chatbot Alexa. Et là, j'ai une petite démo qui est peut-être en exclusivité d'un des étudiants du MILA qui vont interagir avec le chatbot MILA implémenté sur le bot Alexa. C'est pas bien. OK. Alexa, open Mila bot. Hi, this is an Alexa Prize social bot. Are you smart enough to answer my questions? I may be smart enough to answer your questions. What do you think? Are you intelligent? I like to think so. Do you think I am intelligent? This is not an IQ test, but you seem smart to me. What is an IQ test? An intelligence quotient is a total score derived from several standardized tests designed to assess human intelligence.
What is your IQ? My IQ hasn't been tested. Many of the questions on standard tests aren't expressible just in words, so I would probably score quite low. My general knowledge is strong though. Try testing me yourself. Okay. Who is the author of Game of Thrones? Game of Thrones author is George R.R. Martin. Do you know Arya Stark? Arya Stark, the character in Game of Thrones. What is the purpose of living? There could be more than one purpose. What is the purpose of life? A traditional answer is 42. What is 42? 42 is the answer to life, the universe, and everything. The trick is knowing what the question is. Are you a living being? I am a social bot. Do you eat? I eat sushi. What is sushi? Sushi, vinegared rice, usually topped with other ingredients, including fish, various meats, and vegetables. Okay, I'm feeling tired. I hear you. Better get some rest. I'm going to sleep now. Okay, goodbye for now. Good night. Good night. Sleep well. Donc, le but du challenge Alexa, c'est pas de faire le test de Turing, c'est bien de créer un agent conversationnel artificiel qui va pouvoir maintenir une discussion intéressante pendant 20 minutes. Donc, il y a plein de petites astuces pour justement créer un côté ludique. Elle donne aussi de l'information. On dirait qu'on est capable de percevoir un changement de ton lorsqu'elle donne une définition à sushi, etc. Donc, bon, je ne rentrerai pas dans les détails de cette architecture. Mathieu sera là demain à la session de questions, donc profitez-en. Il a participé à l'élaboration de ce chatbot. Donc, l'impact du deep learning sur le NLP. NLP, c'est Natural Language Processing pour traitement des langues naturelles. Et en fait, le NLP, c'est un domaine en soi en intelligence artificielle. Ce n'est pas nécessairement relié au machine learning. Il y a d'autres approches aussi qui ont été utilisées pour faire le traitement des langues naturelles. Mais ici, j'ai quand même recensé les tâches importantes où le deep learning a eu un réel impact. Et ça ne cesse d'augmenter avec les années. Et on va voir un petit peu comment. Donc là, on va commencer à rentrer un peu plus dans les détails de comment c'est implémenté. Donc la première question qu'on se pose, c'est comment représenter des mots dans une machine. Donc, on se dit que les mots en fait, il faut se donner une unité atomique, une unité qu'on ne pourra pas aller plus en détail. Donc, si on choisit le mot, on aura énormément d'unités atomiques. Si on choisit le caractère, on en aura moins, mais il va falloir combiner les caractères pour former des mots, et ça va être, on va le voir, ça va être un peu plus difficile à apprendre. Donc ici, c'est juste pour illustrer le concept. On va, pour encoder le mot chat, je vais prendre un vecteur de 80 000 entrées, de 100 000 entrées pour une langue naturelle, et il y aura une composante associée au mot chat, qui sera la troisième. Et je vais faire la même chose pour le mot chien et pour maison. Donc très bien, j'ai une représentation qui représente mes mots de façon sans aucune ambiguïté, mais après je vais vouloir faire des... oui, pardon. Oui, donc c'est un ordre de grandeur, c'est plutôt entre 100 000 et 1 million. Et pour certaines langues, ça peut être beaucoup plus grand. Mais les modèles qu'on va voir un peu plus tard traitent juste un vocabulaire de 1 million, à peu près. Ça, c'est un des problèmes qu'on va voir pour la prédiction. Oui? S'il y a un standard par rapport... non. C'est vous qui choisissez comment vous représentez
la position associée à chaque mot pour le one hot vector. C'est juste la représentation qui est un concept qui est utilisé à plusieurs endroits. Et donc, on encode un mot dans un espace discret binaire, et après, on voudrait utiliser des concepts de distance ou d'angle entre les vecteurs. Et là, on a un problème, c'est que tous les mots sont à une distance de 2, avec une distance de Hamming, par exemple. Et ce qui veut dire que chat et chien sont aussi proches l'un de l'autre que chat et maison. Alors que quand même, chat et chien, on s'attendrait à ce qu'ils soient plus proches l'un de l'autre. Une autre représentation populaire que vous devez connaître, c'est les sacs de mots. Donc, sac de mots, c'est simplement lorsque j'ai une phrase, le chat est dans la maison avec le chien. Donc, pour représenter cette phrase, je vais faire l'addition des vecteurs binaires et ça va me donner cette représentation pour cette phrase. Il n'y a plus aucune ambiguïté. Le problème avec les sacs de mots, et ça s'appelle comme ça parce que vous pouvez imaginer que je construis des phrases avec des petits bouts de papier avec les mots dessus, je mets ça dans un sac, je perds l'ordre des mots et grammaticalement, il peut y avoir plusieurs solutions avec les mots qui sont dans le sac. Et rien nous restreint de rester dans un espace avec des composantes à 0 ou à 1. On peut compter les mots s'ils apparaissent plusieurs fois dans la phrase. Donc après, je vais utiliser deux hypothèses qui étaient dans la communauté du traitement des langues naturelles et je vais vous montrer comment on les implémente en deep learning. Donc la première, c'est l'hypothèse distributionnelle qui a été énoncée en tout cas la première fois par M. Firth en 1957. Et il dit que la sémantique d'un mot provient des mots qui l'accompagnent dans les différentes phrases. Donc, juste pour illustrer ce concept de façon un petit peu plus pratique, j'ai récupéré des phrases de ce site web pour le mot intelligence que je ne suis pas capable de définir formellement, parce que si j'étais capable, j'en ferais une fonction de coût et je maximiserais cette fonction de coût. Et par contre, je vais vous laisser un petit peu de temps et regarder les mots voisins, essayer de définir intelligence par vous-même sans information a priori, juste avec les mots voisins dans les phrases. Donc, il y a des mots voisins qui sont quand même synonymes et qui sont reliés au concept d'intelligence. Et maintenant, imaginez qu'un réseau de neurones va avoir des millions de phrases comme ça et va le faire pour tous les mots dans son vocabulaire. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est un peu un argument circulaire, en fait, parce que si tous les mots se définissent avec eux-mêmes, d'où vient la source de signification? Question métaphysique. On croit à l'hypothèse distributionnelle et on va voir empiriquement qu'est-ce qu'on découvre comme sémantique avec cette hypothèse. Donc, un des premiers réseaux à implémenter cette hypothèse, c'était le réseau proposé par Yoshia et autres. Donc, ici, vous avez le one hot vector qui va être transformé par une matrice C et qui va donner une représentation ici. Cette représentation, on va l'appeler la représentation distribuée. Et là, c'est un hasard qu'il y ait le même mot distribué pour l'hypothèse et pour ce concept. Donc, hypothèse distributionnelle, représentation distribuée, c'est deux choses différentes. La représentation distribuée, c'est un vecteur de plus faible dimension que le one hot vector, où toutes les composantes auront des valeurs réelles non nulles. Et une fois qu'il a ces représentations distribuées ici, il va les concaténer, il va faire une transformation non linéaire, et ensuite il va mettre une probabilité du mot courant, sachant le contexte. Donc le contexte, c'est ça qui va, en quelque sorte, représenter les mots voisins du mot courant, et il va essayer de prédire le mot courant à partir de ce contexte. Et les paramètres apprenables sont juste la matrice C, et C va donner la représentation distribuée. C sera utilisé pour tous les mots du contexte. C'est la même matrice qui est utilisée pour tous les mots. Donc, on va voir un petit peu plus en détail c'est quoi cette matrice C. Donc, c'est une matrice de taille nombre de features, nombre de traits, fois taille du vocabulaire. Comme ça, je peux la multiplier par mon one hot vector qui a seulement une composante. Et lorsque je multiplie, je récupère une colonne. Donc, ça, c'est ma représentation distribuée associée à ce mot.
Et en fait, on peut voir que chaque trait, c'est en quelque sorte un bout de sémantique, et la valeur réelle qui sera là sera pour tel mot, il y a tant de cette caractéristique qui est utilisée pour sa sémantique. Mais on n'aura pas une définition claire, humainement interprétable de quelles sont ces caractéristiques. Ça sera appris à partir de la tâche qu'on s'est donnée. Donc, des modèles un petit peu plus récents pour apprendre cette matrice C qui nous donne la représentation distribuée. En anglais, on parle souvent de embedding, en fait. Donc, c'est des méthodes proposées par Mikolov en 2013. Et là, on voit que le contexte, il a un peu changé. Auparavant, dans les travaux de Yoshia, il considérait les N mots précédents, il voulait prédire le mot courant. Ici, il va définir son contexte comme les mots un peu avant et un peu après. Là, j'ai pris 2 mots avant, 2 mots après, mais ça peut être vous qui fixez la longueur de la fenêtre. Donc, en termes de quantité, le dataset, il y avait des milliards de paires contexte-mots. En termes de nombre de neurones dans la représentation distribuée, il y avait des milliers. Et la taille du vocabulaire, c'est des millions. En fait, ils ont utilisé des corpus en ligne. Je crois que c'était des corpus de Google. Et là, il y a énormément de mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, qui font partie du dataset. Donc, comment c'est fait? Il a sa matrice qui crée la représentation distribuée. Il va récupérer la représentation distribuée de tous les mots du contexte. Il va en faire une moyenne ici. Et ensuite, avec une matrice de poids, il va avoir un softmax sur le vocabulaire en sortie pour prédire le mot central du contexte. Et après, il a proposé une autre méthode qui est juste le miroir, en fait, de ce modèle. Donc ici, il va prendre le mot courant et il va essayer de prédire le contexte. Et pour créer son dataset, il va créer un dataset mot-contexte, mais en fait, son contexte, il va contenir qu'un seul mot. Et comment il va choisir ce mot? Il va mettre une distribution de probabilité plus élevée pour les mots qui sont proches du mot courant et avec une probabilité qui décroît avec la distance par rapport au mot central. Et il va utiliser la même matrice de poids qui prend la représentation distribuée et qui donne le softmax ici. Et il va entraîner ça pour maximiser la probabilité du contexte, sachant le mot courant. Et en plus, son modèle est plus simple que celui proposé par Yoshia parce qu'il n'y a pas de non-linéarité, à part le softmax à la fin. Mais on va voir comment il fait aussi avec le softmax. Parce qu'en fait, je vous ai caché un détail, c'est que le softmax, cette petite boîte toute simple, c'est 7 équations mathématiques. Et pour avoir une probabilité, vous devez normaliser ici avec une somme, et vous normalisez sur la taille du vocabulaire. 1 million d'éléments à faire la somme. Vous allez faire la somme sur 1 million d'éléments pour chaque prédiction, pour chaque paire de votre base d'apprentissage. Donc, c'est juste trop exigeant d'un point de vue computationnel. Il y a différentes façons d'approximer ce softmax. Il y a le softmax hiérarchique, où on peut aussi faire du softmax approché. La façon qu'ils ont retenue, ça s'appelle Noise Constructive Training. Et au lieu de calculer le softmax réel, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choisir une ligne aléatoirement dans cette matrice. Ils vont transformer la représentation interne avec cette ligne. Ils vont obtenir un scalaire. Et ensuite, avec ce scalaire, ils vont faire une sigmoïde qui va leur donner une valeur entre 0 et 1, donc une probabilité. Et cette probabilité, ils vont maximiser la probabilité que le mot courant et le mot associé à la ligne échantillonnée dans la matrice soient dans la base d'apprentissage. Et quand ils sélectionnent une ligne de la matrice, donc un mot qui n'est pas dans la base d'apprentissage, ils vont diminuer la probabilité. Donc, c'est une approximation par rapport au coût précédent. Ça s'appelle le Noise Constructive Training. Et en fait, c'est un peu différent de ce qui se faisait auparavant parce que le dataset que vous allez utiliser, il vous sert juste à vérifier que la ligne que vous avez sélectionnée aléatoirement, si cette ligne fait partie du dataset avec WT, la probabilité est de 1. Et si
cette ligne avec le WT en entrée n'est pas dans le dataset, ben vous voulez une probabilité de 0. Et là, c'est beaucoup plus rapide à calculer quand même. Et on peut se demander, bien, une fois que j'ai obtenu cette matrice avec les points entraînés, avec cette représentation distribuée, bien, comment je vais faire pour évaluer sa qualité? Donc là, il n'y a pas de mesure de performance qui va pouvoir quantifier la sémantique ou le fait que le modèle comprenne la langue humaine ou pas. C'est plutôt, on va examiner avec, soit en faisant de la réduction de dimension avec des analyses en composantes principales, ou avec un outil plus moderne qui s'appelle T-SNE. On va revenir à une représentation en 2D à partir de la représentation distribuée qui fait qui est un vecteur de milliers de composantes. On va revenir à une représentation 2D et on va commencer à examiner un peu les relations entre les mots. Et là, le jeu qui est fait, c'est Beijing est à la Chine, ce que Moscou est à la Russie. Une sorte de jeu d'analogie. Et en fait, ici, ce point, il est associé à un point dans l'espace embedding de 1 millier de composantes, et on l'a projeté à ce point dans notre espace 2D. Même chose pour le mot Beijing, et on a un vecteur entre les deux points. Maintenant, je prends ce vecteur et je vais l'appliquer à Russie. Et je vais obtenir une position à peu près par ici. Et je vais demander quel est le mot le plus proche dans cette représentation de ce point. Et je vais récupérer Moscou. Et si vous voyez, les vecteurs sont à peu près bien alignés. Bon, il y a peut-être Turquie en carat qui l'angle n'est pas très bon par rapport à celui-là, mais les pays sont à gauche et les capitales sont à droite. C'est déjà quelque chose de bien. On dirait qu'on a capturé finalement la sémantique capitale 2. Et après, avec le même embedding, ils vont regarder différentes relations comme ça, en faisant la même opération, mais ils peuvent faire l'opération directement dans l'espace vectoriel initial avec plusieurs milliers de composantes. Et on va avoir Paris est à la France, ce que Rome est à l'Italie, ce que Tokyo est au Japon, et Tallahassee à la Floride. Et vous voyez, c'est assez robuste parce que la Floride, ce n'est pas un pays. Mais par contre, il y a des petites erreurs, comme big, bigger, là, il y a small, larger. Et ensuite, il y a des trucs rigolos comme Silvio est à Berlusconi, ce que Nicolas est à Sarkozy, et Medvedev à Poutine. Et après, il y a Windows à Microsoft avec Linux à IBM, Ballmer, Microsoft, Yahoo, Google, ou McNally à IBM. Mais il ne s'est pas trompé de loin parce que McNally, finalement, avait le même rôle que Ballmer dans Microsoft, dans Sun, je crois. Et après, la dernière, c'est le concept de fast-food. Apparemment, les sushis sont un peu considérés comme du fast-food au Japon, à ce qu'on m'a dit. Donc, vous avez le bratwurst en Allemagne, la pizza aux États-Unis et tapas en France. Donc là, s'il y a des Français dans la salle, ils vont dire que le embedding est très mauvais parce que c'est pas vrai. Mais bon, on peut s'amuser à voir des représentations comme ça, à évaluer la représentation avec des jeux comme ça. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de compositionnalité. Donc là, on va vouloir aller plus au niveau des phrases que des mots. Et cette hypothèse dit que pour capturer la sémantique d'une phrase, il va falloir avoir la sémantique au niveau des mots et des opérations qui vont composer ces mots. Juste avant de continuer, vous avez des questions sur la première partie? Oui? Ils étaient représentés de... OK, c'est un encodage qu'ils ont utilisé en entrée. Pour l'encodage de Hoffman, il sera plus efficace. Vous êtes sûr que c'est en l'entrée du modèle et pas à la sortie?
Donc, c'est probablement pour avoir une représentation plus compacte avec les arbres de Hoffman. Là, enchaîner des réseaux de embedding. Donc, pour ici, vous allez avoir des réseaux récurrents qui vont construire des embeddings à des niveaux hiérarchiques de plus en plus grands. Et ça, c'est intéressant lorsque on veut capturer du sens sur des longues séquences. Mais pour un seul mot, là, ce qui marche bien, c'est des modèles qui sont simples, mais qui traitent énormément de mots avec ce genre d'approche. Vous avez aussi un nouveau modèle appelé FastText, qui n'est pas beaucoup plus complexe et qui vous donne un embedding. Donc, en fait, ces embeddings, aussi, j'ai oublié de le mentionner, souvent, ils sont disponibles sur Internet. Comme Facebook entraîne des embeddings avec des méthodes assez simples sur des corpus qui sont énormes, et vous pouvez récupérer ce embedding entraîné et récupérer la représentation distribuée et l'utiliser pour vos applications. Oui, alors dans les présentations d'avant, vous disiez qu'il était mieux d'avoir des valeurs discrètes en entrée des réseaux. Alors, dans ce que vous présentez ici, pour les mots, comment vous faites, puisque ce n'est pas des valeurs discrètes, et puis vous avez des vecteurs, alors comment c'est converti pour être passé au réseau? Donc, j'ai dit que c'était bien d'avoir des valeurs discrètes. Donc, vous faites mention au one-hot vector. En fait, c'est Yoshua qui a dit ça il y a 2 jours avant. OK. D'avoir des valeurs discrètes, mais après, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la représentation distribuée ici. Parce que dans la représentation distribuée, vous récupérez beaucoup plus d'informations avec un vecteur avec des composantes non nulles que par rapport à un vecteur one-hot avec une seule valeur fixée à 1, alors que les autres sont fixés à 0. Donc, en fait, ici, le vecteur, il n'est pas discret, mais il vient d'une représentation discrète qui était moins commode, qui contenait moins d'informations. Okay. Oui. Non. Mm-hmm. Oui. Donc, la question, c'est de dire ces réseaux ne sont pas deep. Et effectivement, le nombre de couches, ce n'est pas très, très deep. Mais en quelque sorte, ça se base sur de la littérature des réseaux de neurones. Et donc, je crois que, comme je disais, ils sont capables de créer des embeddings, donc des représentations distribuées avec des réseaux simples. Et ce qu'ils veulent, c'est traiter le maximum, couvrir le plus large possible en termes de texte. Et en fait, les embeddings qu'ils obtiennent, ils permettent par la suite de faire des applications avec des réseaux profonds. Et comment? Oui. En fait, on apprend une meilleure représentation avec un corpus, peut-être en non supervisé, on va dire, sur énormément de textes. Et ensuite, on va utiliser ces embeddings pour faire du supervisé sur des applications où on a des étiquettes, par exemple. Mais en effet, les modèles ici sont drôlement simples. Ils ont même enlevé une non-linéarité qu'il y avait dans le papier original. En fait, la définition de ce qui est deep learning ou pas, c'est un peu flou pour moi, parce qu'il y en a qui vont dire que ça prend tant de touches pour faire du deep learning. Je le répète, c'est une science empirique. Moi, je préfère toujours prendre des modèles qui permettent d'avoir une erreur d'apprentissage en train qui va assez rapidement à 0, mais sans prendre des modèles qui sont trop gros, parce que là, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à régulariser par la suite. Et avoir beaucoup de couches, ça donne de la capacité et c'est difficile à régulariser par la suite. À moins que vous ayez vraiment un dataset comme ImageNet, où là, avoir énormément de couches apporte réellement un avantage. Oui?
Donc, la question, c'est pourquoi on arrive avec des opérations sur un espace vectoriel à capturer de la sémantique avec ce genre d'architecture. Et c'est très difficile de répondre à une question « pourquoi ». Ma réponse est très évasive. Ce que j'ai essayé de faire, c'est dire qu'il y avait cette notion d'hypothèse distributionnelle qui existait depuis très longtemps dans la communauté. Et finalement, avec des architectures où on est capable de, à partir d'un contexte qui contient les mots voisins, prédire le mot courant et de faire passer les mots voisins à travers une représentation distribuée comme ça et en maximisant la probabilité du mot courant en sachant ça et en entraînant nos modèles sur un corpus de texte généré par les humains, eh bien, on croise les doigts et ensuite on regarde notre embedding et on se rend compte qu'il capture de la sémantique. Le pourquoi est quand même très difficile à répondre. Oui. Mm-hmm. Oui. Donc, il y a eu, la question, c'était avec des matrices de co-occurrence de mots qui se rapprochent un petit peu plus de ce que faisait Shannon, on va dire. Donc, c'est des modèles très, très simples. On arrive à capturer de la sémantique. Donc, en fait, on se rend compte que la sémantique est accessible avec des modèles simples et jusqu'où on pourra aller avec ces modèles simples, ça reste encore de la recherche, en fait. Comme je dis, là, l'objectif de ces grandes entreprises qui ont énormément qui ont des corpus immenses en termes de texte, c'est d'arriver à avoir des bons embeddings qu'ils vont utiliser par la suite. Et donc, de couvrir énormément de texte et donc d'avoir des modèles simples qui vont tourner rapidement sur machine. Oui. Mm-hmm. Je n'ai pas tout à fait compris la question, mais vous parlez de visualisation en quelque sorte. Mm-hmm. Mm-hmm. De faire plusieurs additions comme ça au niveau des vecteurs, là, ça ne me dit rien, mais en fait, une fois qu'on a le embedding, il faut essayer de trouver ses limites et on peut utiliser, les gens utilisent souvent T-SNE pour dire je vais prendre tous les mots de mon corpus ou même les textes et je vais les projeter en 2 dimensions et je vais les colorer avec des étiquettes et je vais voir si dans mon espace vectoriel à 2 dimensions, si j'obtiens des clusters bien dissociés. Donc ça, c'est plus les méthodes qui sont utilisées de visualisation. Oui. Donc ça, c'est des méthodes qui ont été très populaires, mais il y a des nouvelles méthodes du style FastText qui sont sorties très récemment par Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent leur embedding pré-entraîné, en fait. Donc il y a aussi une librairie Gem2Sim qui vous donne aussi des embeddings. Donc, je passe à la deuxième hypothèse de travail, qui est l'hypothèse de compositionnalité. Donc, pour implémenter l'hypothèse de compositionnalité, je le répète, pour capturer la sémantique d'une phrase, on connaît la sémantique des mots et des opérations pour combiner ces mots. Donc, le cadre de travail qu'on va se donner, c'est on va tenter de modéliser une séquence cible à partir d'une séquence source. C'est un problème très général, en fait, parce que les séquences, ça peut être des séquences de caractères, ça peut être des séquences de mots. Donc, la séquence cible et la séquence source peuvent avoir des tailles différentes. Et on veut modéliser la probabilité de la séquence source, de la séquence cible, sachant la séquence source. Donc, comme donnée d'entraînement, on aura des couples source-cible. La fonction de coût, ça sera de maximiser la probabilité des données de notre dataset.
Et comme application, ben, c'est assez intéressant parce que c'est très général. Vous avez par exemple la traduction. Je vais donner une phrase dans une langue et je vais vouloir prédire la phrase cible dans une autre langue. Vous pouvez aussi utiliser ce cadre pour questions et réponses. Je pose une question comme séquence source à mon modèle, et il me génère la réponse comme une séquence cible. Et vous avez d'autres applications comme résumé automatique. Je donne un long texte comme séquence source, et il me génère un résumé en séquence cible. Donc, il y a 2 travaux en 2014, un par le Mila et un autre en parallèle, je crois qu'ils étaient à Google à l'époque, sur une architecture qui s'appelle Sequence to Sequence et sur laquelle sont basés la plupart des modèles qui sortent dans la littérature depuis. Donc, ça, c'est l'architecture simple de Sequence to Sequence. Donc, je vais y aller étape par étape, mais vous pouvez déjà voir qu'il y a 2 parties, la partie encodage et la partie décodage. Donc, on va commencer par la partie encodage. Ici, je vais avoir un one-hot vector avec le mot « bienvenue » ici, et je vais transformer ce one-hot vector avec une matrice W-encoder input dans une représentation interne de mon réseau. Vous en êtes peut-être rendu compte, mais c'est un réseau récurrent qui a été déplié dans le temps, où le temps correspond à chaque mot. Donc, je passe à l'itération suivante. Je vais convertir ma représentation interne de mon réseau récurrent avec une matrice de poids H pour hidden et E pour encodeur, et je vais donner le prochain mot ici. Je disais que c'était très simple parce qu'en fait, vous pouvez avoir des réseaux récurrents à plusieurs niveaux hiérarchiques, et vous pouvez aussi utiliser des LSTM. Là, c'est le réseau récurrent de base, juste pour illustrer le modèle. Donc, j'itère comme ça. Et à la fin, bien, vous avez un caractère spécial qui est end of sequence, qui sera encodé. Et une fois que ça a été fait, j'ai fini la phase d'encodage. Et maintenant, je passe à la phase décodage avec un autre réseau, avec d'autres poids. Donc, je prends ma représentation interne ici, je vais la copier dans mon décodeur, et mon décodeur aura ses propres poids. Et je vais commencer par générer le premier mot dans ma séquence cible. Et en fait, pour faire ce transfert ici, il y a différentes variantes qui existent. On m'a dit que ça influençait un petit peu les résultats, mais pas tellement. Donc là, j'ai pris aussi une méthode simple qui est juste de copier la représentation interne ici. Et après, ben, j'itère. Donc, je prends le mot qui a été généré, je lui donne en entrée avec cette matrice de poids, et j'itère comme ça. Et ça me donne la partie décodage. Oups, j'ai révélé un indice. Donc, en fait, dans ce problème de sequence to sequence, c'est très général, mais quand on a 2 séquences source et cible, il peut y avoir un problème qui s'appelle le problème de l'alignement. C'est-à-dire que les concepts, l'ordre dans lequel les concepts sont exprimés dans la séquence source, c'est pas le même ordre dans la séquence cible. Et c'est au réseau de neurones d'apprendre l'alignement entre les 2 séquences. Et ce qui se passe ici, c'est que finalement, vous allez lire toute la séquence, et là, dans cette représentation interne, il y aura énormément d'informations compactées. Imaginez que je vous demande de traduire un livre et que vous commencez à lire une page du début à la fin, et ensuite, je vous demande, bon, mais maintenant, traduisez cette page. Bien, il va falloir se souvenir du premier mot de la page, qui est quand même assez loin. Et vous savez, depuis ce matin, que les réseaux récurrents, bien, c'est difficile d'apprendre les dépendances à très long terme. Et là, bien, finalement, dans cet état, il y a quand même une difficulté majeure qui est de contenir suffisamment d'informations dans le passé. Donc, le problème de l'alignement, ben, en fait, le modèle sequence to sequence semble très générique. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Le problème de l'alignement est un problème fondamental. Et on a des réseaux récurrents qui sont capables de gérer vraiment des séquences de taille variable. Et on se creuse la tête et on se dit, c'est un très bon sujet de recherche, mais c'est quand même très difficile. Et on se demande, est-ce qu'il n'y a pas un miracle qui va venir nous sauver de ce problème? Et en fait, vous avez le mécanisme d'attention qui a été proposé par les auteurs de l'article. Donc, je vous ai montré l'exemple de traduction au début. Et avec ce mécanisme d'attention, vous allez voir que ça se passe beaucoup mieux.
Et avant de proposer un mécanisme d'attention, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est par exemple, ils essayaient de trouver des astuces pour pallier au problème de l'alignement. Et ils donnaient la séquence 2 fois en entrée de l'encodeur, comme si de lire 2 fois la phrase permettait au réseau de mieux s'en souvenir. Et ils obtenaient réellement un petit gain s'ils présentaient la phrase 2 fois, ou une fois la phrase en endroit et une fois la phrase dans le sens inverse. Mais bon, ce n'est pas satisfaisant d'un point de vue... c'est pas comme ça qu'on fonctionne quand on traduit un livre. On ne va pas lire tout le texte et ensuite commencer la traduction après. Et le mécanisme d'attention, je vais présenter le modèle ici. Donc, c'est assez complexe. On va y aller tranquillement. La première partie, l'encodeur. Ici, vous avez un réseau récurrent bidirectionnel. Donc, j'ai le même exemple que précédemment, où je vais encoder chacun de mes mots comme ça, et je vais propager dans un sens, et ensuite, avec le réseau bidirectionnel, je vais propager dans l'autre sens. Et ça va me donner une représentation interne pour chaque pas de temps. Et je vais sauvegarder cette représentation interne. Je ne vais pas l'écraser, je vais garder en mémoire tous ces vecteurs pour tous les éléments de ma séquence. Ensuite vient le mécanisme d'attention. Donc, le mécanisme d'attention ici, ce qui va nous permettre de faire, c'est de créer un contexte qui sera ces 2 vecteurs. Donc là, je les ai mis un à côté de l'autre parce que sinon, ça aurait débordé de ma slide. Mais c'est finalement une combinaison linéaire de ces vecteurs. Et le poids de chaque facteur devant ces paires de représentations sera déterminé par mon mécanisme d'attention. Il faut que les coefficients somment à 1. C'est très important. Donc, la combinaison linéaire, ce sera alpha 1 fois cette paire de représentations, plus alpha 2 fois cette paire, etc., pour construire ce contexte. Et ensuite, j'ai la partie décodeur. Donc, pour la partie décodeur, j'ai prédit le mot précédent ici. J'ai pris ce mot, je lui donne en entrée pour ce pas de temps, pour le décodage, et je lui donne le contexte qui m'a été donné par le mécanisme d'attention. Et avec les transformations W qu'on ne voit pas ici, j'obtiens la représentation interne dans mon réseau récurrent pour le décodeur, et ensuite je vais générer un mot. Et je vais itérer comme ça, mot par mot, au niveau du décodeur. Oui. Pour la largeur, en fait, c'est un réseau récurrent. Donc, le réseau récurrent va itérer sur des longueurs de séquences variables. Et ici, pour les états, on va voir le mécanisme d'attention, comment on fait pour générer les valeurs de alpha. Ce sera ça la difficulté de ce modèle. Et ça vient ici. Donc, pour générer chacun des facteurs, on va utiliser un feed-forward à côté, ici. Et pour ce feed-forward, quand je vais vouloir prédire le alpha de cette représentation, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce couple de vecteurs ici, le mot précédent, et je vais le donner en entrée de mon feed-forward. Donc là, en termes de taille de vecteur en entrée du feed-forward, c'est constant, parce que j'ai toujours la même taille de représentation interne dans mon réseau récurrent. Et j'utilise toujours le mot précédent avec ma représentation interne lors de l'encodage. Et je donne ça à mon réseau feed-forward en entrée. Et donc, je vais prédire ce coefficient avec cette paire de représentations ici, ce coefficient, etc. Et une fois que j'ai prédit mes coefficients, je normalise mes coefficients pour que ça somme à 1. Et c'est comme ça que j'obtiens mon mécanisme d'attention pour ce mot. Mais en fin de compte, la valeur numérique du coefficient va dire sur quelle représentation intermédiaire je suis en train de me concentrer pour prédire ce mot. Oui. Oui. Non, pour le décodeur, on a le mot précédent. On s'intéresse à décoder le mot courant.
Et pour décoder le mot courant, eh bien là, on a toutes ces représentations de la phrase source et on va utiliser les représentations pour chaque mot de la phrase source pour prédire un seul mot ici. Donc, c'est beaucoup plus gourmand en termes de calcul, en fait. Et après, on peut visualiser le mécanisme d'attention. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on a la phrase source, la phrase cible, et pour chaque petit carré de ma matrice ici, j'ai la valeur du coefficient, la valeur numérique du coefficient. Là, je crois qu'ils n'avaient pas normalisé, parce qu'en sommant sur les colonnes, je devrais avoir toujours une valeur à blanc. Donc, si mon modèle est capable de bien prédire une séquence cible à partir d'une séquence source et que j'ai une diagonale parfaite, ça veut dire que mes deux séquences sont alignées. C'est-à-dire que pour chaque mot en sortie, bien, il se concentrait que sur le mot à la même position dans la séquence source. Et ce qui est intéressant pour ce petit exemple, en fait, l'alignement entre le français et l'anglais est assez bon. Apparemment, l'alignement entre l'anglais et le japonais est beaucoup plus complexe. Je ne connais pas le japonais, mais apparemment, en japonais, par exemple, ils vont mettre le complément d'objet avant le verbe. Il va y avoir ce genre d'inversion. Si on veut avoir un modèle général de traduction, il faut prendre en compte le problème de l'alignement. Et ici, on le visualise assez bien. En anglais, vous avez la zone économique européenne. Et ici, vous avez The European Economic Area. Et ce qui s'est passé, c'est, vous voyez l'inversion par rapport à la séquence source et à la séquence cible. Et on voit bien que le mécanisme d'attention a inversé son attention par rapport à la séquence source. Et si vous êtes intéressé par de meilleures visualisations que ça, je vous propose d'aller voir ce site qui montre une visualisation de ce modèle de façon interactive pour mieux comprendre le principe de l'attention. Donc, en résumé, il y a eu deux hypothèses de travail validées, empiriquement, encore une fois, qui étaient, pour l'hypothèse distributionnelle, on a implémenté ça avec des représentations distribuées. Et ensuite, pour la compositionnalité, on a utilisé des réseaux récurrents où la combinaison de ces représentations distribuées nous permet de capturer la sémantique au niveau de la combinaison des mots. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le NLP est un domaine en soi, avec beaucoup d'applications et de techniques existantes. Donc, quand vous faites du NLP, ce n'est pas juste du deep learning, il y a quand même beaucoup de techniques dans ce domaine que ça vaut la peine de connaître aussi. Mais le deep learning est maintenant un outil essentiel à plusieurs tâches du NLP, et il reste encore de la recherche à faire sur des problèmes complexes, comme les problèmes de questions-réponses et de chatbot. Et donc, ce que je vais aussi présenter ici, c'est que le deep learning permet de faire de la conversion entre des types de données. Donc, on peut prendre du texte en entrée et générer des formes audio. Ça, c'est l'article Chart2Wave du Mila, qui a donné lieu à une start-up qui s'appelle Lyrebird, que Joao va vous présenter un petit peu plus tard aujourd'hui. Et vous allez me dire, la génération de voix synthétique, ça date en fait. Mais ce qui date, c'est qu'il y a eu beaucoup de sous-modules pour réaliser cette tâche qui ont été pensés, qui ont été designés par des ingénieurs, et c'est très lourd à mettre en place de bien construire tout ce pipeline pour arriver à faire de la génération synthétique de voix réalistes à partir de n'importe quelle phrase en entrée. Là, ce qui est arrivé, c'est que les étudiants, ils ont utilisé un modèle de deep learning qui prend la phrase et qui génère la forme audio directement, un modèle end-to-end. Donc là, c'est le modèle avec la backpropagation qui va apprendre tous les sous-modules et qui va les spécialiser pour arriver à bien générer une phrase. Et bien sûr, il y a de l'ingénierie derrière, on ne le cache pas, mais quand même, la majeure partie du système est basée sur une approche de deep learning avec l'approche modulaire. Une autre application où là, on n'a pas encore résolu ce problème, mais on a maintenant un dataset qui a été construit par des étudiants du Mila.
c'est le jeu de Guess What. Et Guess What, le jeu, c'est, je vous donne une image comme celle-ci, et il y a beaucoup d'éléments dans l'image, et ensuite, par un échange de questions-réponses, donc la question peut être n'importe quoi, la réponse doit être oui, non ou ne s'applique pas, et à partir de ces questions, la personne doit identifier l'objet que l'oracle a sélectionné au préalablement. Donc, ils ont construit ce dataset et ils ont proposé une première architecture qui a 3 modèles finalement. Un pour l'oracle, qui est donc l'oracle qui va répondre oui, non ou ne s'applique pas à partir d'une description de l'image et du texte en entrée. Il y aura aussi un réseau qui va générer les questions et qui va créer un dialogue finalement avec l'oracle. Et ensuite, on va prendre ce dialogue entre 2 éléments artificiels et on va donner ça à un 3e réseau qui va prendre le dialogue et qui va faire une prédiction dans l'image avec un masque binaire pour dire où est l'objet dans l'image. Et donc, ils ont entraîné ces 3 modèles qui sont assez complexes finalement à entraîner. Et les résultats commencent... en fait, ils ont des résultats qui ne sont pas super bons, qui n'ont pas résolu cette tâche, mais c'est quand même assez surprenant qu'un réseau soit capable d'apprendre à jouer à ce jeu et surtout que 3 réseaux interagissent et arrivent à jouer à ce jeu en passant par la langue naturelle des humains. Donc, je vais terminer avec M. Claude Shannon encore une fois. Donc, Claude Shannon, en fait, est un prestidigitateur. Et ce qu'il aimait faire, c'est créer des petits prototypes où il va fasciner les gens. Donc, dans ces années, il avait fait un labyrinthe avec une petite souris. Et la souris devait apprendre à sortir du labyrinthe par elle-même. Et donc, c'était un agent artificiel qui avait de l'apprentissage, qui apprenait en bougeant dans le labyrinthe. Et ça marchait drôlement bien. Bon, le labyrinthe était assez petit. Et les gens étaient fascinés juste par la petite souris et ils regardaient que les résultats et se demandaient comment une petite souris comme ça peut avoir un programme informatique dans ces années à l'intérieur. Et bien sûr, le truc, c'était que ce n'était pas dans la souris où il y avait toute l'intelligence, mais dans la boîte ici. Et aujourd'hui, on fait un peu la même chose avec l'application en NLP, en fait. On est fasciné par les applications, ça marche drôlement bien, mais on est encore loin de comprendre ce qu'il y a réellement dans les modèles et pourquoi on est capable de capturer de la sémantique. Comme la question m'avait été demandée, pourquoi ça fonctionne en termes de capturer des relations d'analogie. Donc, je pense qu'il reste encore beaucoup de recherches à faire en termes de NLP, même s'il y a des applications aujourd'hui qui fonctionnent et qui sont basées là-dessus, notamment la traduction automatique, qui est un problème complexe. Et je pense que les prochaines années seront passionnantes pour mieux comprendre ce qui se passe dans la boîte. Donc, merci beaucoup. Donc, il me reste 10 minutes pour répondre à vos questions. Oui. Donc, la question, c'est est-ce que vaut mieux se spécialiser sur un langage qui serait celui de l'application, par exemple, ou est-ce que ça ne serait pas mieux d'utiliser un réseau qui comprend différents langages? C'est bien votre... OK. Pour prendre en compte des langues par la suite qu'on n'aurait pas pris dès le départ. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a suffisamment de données et qu'on est capable de bien définir le domaine d'apprentissage, c'est plus facile pour l'apprentissage. Par contre, j'ai vu des études en traitement des langues naturelles, notamment en traduction, où un réseau qui était capable de traduire en plusieurs langues différentes avait de meilleurs résultats sur de nouvelles langues. Et donc, en fait, si vous avez suffisamment de données dans différentes langues et que vous avez de la puissance de calcul pour faire ces expériences, ça vaut peut-être la peine d'apprendre sur plusieurs langues en même temps.
ça va peut-être même avoir un effet de régularisation sur le modèle, de telle sorte qu'il va, voilà, il y aura moins d'overfit et ça sera plus facile à régulariser. Oui. Oui, hier, il y avait un exemple d'application de la convolution à l'image. Est-ce que vous avez un équivalent pour le texte? Pour la convolution à l'image et? Oui, est-ce qu'on peut appliquer un réseau de convolution sur le texte et puis, Oui. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut appliquer les réseaux de convolution sur le texte? En fait, le modèle en production chez Facebook, c'est un réseau à convolution. Et ce qu'ils vont faire, c'est utiliser des convolutions pour définir un contexte de taille fixe. Et en fait, les réseaux de convolution sont plus faciles à entraîner en général que les réseaux récurrents. Parce que les réseaux récurrents sont très puissants. Ils sont capables d'apprendre des dépendances variables à long terme. Par contre, ça a un coût en complexité à l'apprentissage. Donc, les LSTM fonctionnent bien, mais quand vous pouvez avoir une application avec un réseau de convolution, en général, c'est plus facile à entraîner. Oui. Donc, en termes de vitesse d'exécution en inférence, vous parlez? Oui. Donc, la vitesse d'exécution en inférence, je dirais que donc, les réseaux de convolution ont des implémentations très efficaces, même pour des réseaux de convolution en une dimension. Donc, là, vous allez bénéficier d'implémentations efficaces. Par contre, les réseaux récurrents sont plus flexibles en termes de séquences de longueur variable. Donc, oui, c'est plus rapide dans l'exécution. Oui. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des architectures pour traiter la vidéo et le son simultanément? Oui, ça existe. En fait, pour la vidéo, on va juste traiter image par image pour la vidéo. On peut faire du subsampling pour accélérer le traitement, pour récupérer une image avec un taux plus faible. Et vous pouvez combiner, par exemple, une touche de convolution avec un tenseur 3D qui va itérer sur l'image, projeter ça dans un espace latent et à côté avoir un réseau récurrent ou un réseau à convolution 1D et emmener une représentation aussi dans le même espace latent et avoir ces deux modules qui projettent dans le même espace. Et ensuite, à partir de là, construire avec d'autres modules jusqu'à la sortie qui vous intéresse. Pour la vidéo, en général, c'est plus long parce que ça dépend encore une fois de l'information que vous avez besoin dans la vidéo. Mais si vous avez besoin de toute information, n'importe quelle granularité, vous avez beaucoup d'images à traiter et oui, c'est plus long d'un point de vue computationnel. Oui. OK, donc la question est par rapport à la régularisation des réseaux récurrents ou des architectures ici. Donc, pour apprendre le embedding, les modèles sont suffisamment simples. Je ne crois pas qu'ils ont énormément de données, donc je ne crois pas qu'ils ont besoin de régularisation à proprement parler. C'est plutôt les données qui vont juste régulariser l'entraînement. Pour les réseaux récurrents, là, il y a un sujet de recherche assez actif pour adapter Dropout aux réseaux récurrents. Le problème avec Dropout, c'est que vous avez une couche qui est la représentation interne qui sera utilisée au fil du temps. Et si vous enlevez un neurone, vous l'enlevez pour tous les pas de temps subséquents, ce qui peut être très dommageable. Donc la première chose qui a été proposée, bien sûr, c'est de l'enlever que par pas de temps. Et ce n'est pas très satisfaisant. Et je crois que c'est encore un sujet de recherche actif aujourd'hui pour avoir une meilleure régularisation des réseaux récurrents. Comment? En fait, la solution, c'est toujours d'avoir plus de données en supervisé et en non supervisé, c'est plus difficile.
Mais quand vous avez plus de données, oui, c'est ça qui régularise le mieux. En fait, on en fait par exemple la data augmentation, c'est juste pour combler un manque de données. C'est juste, on va essayer de simuler de la donnée. Comme ça va permettre au poids d'avoir des valeurs qui ne sont pas complètement libres. Oui. Si on revient au sec-to-sec original, est-ce qu'on rétropropage du décodeur à l'encodeur ou pas? Pour quelle architecture? La première de sec-to-sec. Oui. Donc, quand on transfère l'état de l'encodeur au décodeur, est-ce qu'on rétropropage l'erreur au retour ou pas? Vous backpropagez à travers le décodeur et à l'intérieur de l'encodeur. OK, de l'un à l'autre. Donc, OK, merci. Oui. Et en règle générale, si vous utilisez par exemple des réseaux pré-entraînés, ben, ça vaut la peine de backpropager aussi à l'intérieur des réseaux pré-entraînés parce que finalement, la backpropagation fait juste communiquer la synergie qui peut exister entre les différents modules. Si vous utilisez un réseau pré-entraîné qui n'a jamais vu vos données auparavant, ben, faire quelques backprop à l'intérieur à partir des touches de plus haut niveau, ça va même augmenter votre précision. Oui. Donc, la question, c'est lorsqu'on travaille sur des données de son ou de vidéo ou d'image, est-ce qu'on fait est-ce qu'on utilise, par exemple, des transformés Fourier, par exemple? Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, est-ce que la compression ou les transformations sur les données qu'on fait normalement, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'apprentissage? Il faut voir ces transformations comme une représentation intermédiaire. Et en général, on va dire qu'on aime travailler sur les données brutes, qui sont les plus proches des capteurs, mais on voit aussi qu'en pratique, parfois, ça aide à avoir des représentations intermédiaires et il faut faire attention toujours à la perte d'informations. Donc, un test très empirique, encore une fois, mais que j'aime faire quand c'est de la vidéo ou du son, bien, je mets les écouteurs où je regarde la vidéo et j'essaie de résoudre la tâche moi-même. Si moi, je suis capable de le faire, il y a de grandes chances que le réseau soit capable avec des données étiquetées. Mais il faut le voir plus comme j'ai une représentation intermédiaire qui m'est peut-être imposée, comment j'ai perdu d'informations par rapport à la représentation initiale et voilà. Et des fois, bien, ça peut aider l'apprentissage. Lorsque vous avez une représentation intermédiaire qui est plus facile à visualiser pour vous, bien, ça sera peut-être le cas pour le réseau de convolution. J'ai un exemple en tête qui est, j'avais travaillé sur une application de reconnaissance de locuteurs, donc de personnes qui parlent, et ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé la représentation en spectrogramme, et j'avais juste utilisé un réseau de convolution là-dessus. Et ça marchait déjà très bien, au lieu de faire un réseau récurrent que je savais que ça allait être plus difficile à entraîner. Donc, j'étais passé à une représentation intermédiaire parce que je voulais avoir un résultat rapidement, mais en règle générale, on préfère travailler avec les données brutes. Oui. Donc, la question concerne la fonction de coût pour évaluer la génération de la parole. Là, c'est de l'ingénierie. Il faudra poser la question à Joao, c'est lui qui aura la réponse exacte. Mais en règle générale, c'est assez difficile d'évaluer des notions qualitatives qui vont nous dire ben, ça, c'est une voix qui est humaine par rapport à une voix qui serait synthétique. Mais il faut faire preuve d'originalité, il faut arriver à définir cette fonction de coût. Et au fur et à mesure que vous allez voir les résultats, vous allez raffiner votre fonction de coût pour prendre en compte des défauts que vous allez entendre dans le résultat que vous obtenez. Une petite anecdote aussi pour la génération de son.
Les étudiants qui travaillaient sur ce projet, ils écoutaient leurs résultats avec des écouteurs et avec le réseau récurrent, ils généraient de très longues phrases juste pour tester la robustesse par rapport à des longueurs variables. Et en fait, ils avaient très, très peur à un moment donné parce que le réseau récurrent va partir dans une direction, il va saturer les valeurs. Et en fait, ça faisait un bruit très, très fort dans leurs oreilles et ça arrivait à n'importe quel moment. Donc, quand ils écoutaient leurs résultats, ils étaient un peu stressés. Donc, il faut faire des interactions entre je vérifie mon résultat en génératif et ensuite je retravaille mon modèle pour prendre en compte les lacunes. Donc, c'est tout le temps que j'avais. Donc, je vous remercie encore une fois.